Ma sœur a abandonné son bébé sur mon paillasson avec un mot, il est à toi. Disparue 1 an à l'étranger, elle est revenue, tout sourire, pour le reprendre. Mais j'avais tout documenté. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais disons simplement que ma sœur a pris l'une des pires décisions qu'une personne puisse prendre, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai dû recoller les morceaux. Ce qui a commencé comme un samedi matin ordinaire s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Je ne suis pas ici pour chercher de la sympathie. J'ai juste pensé partager ce qui s'est passé parce que, honnêtement, même maintenant, j'ai encore du mal à réaliser. S'il y a une chose à savoir sur ma famille, c'est que le bon sens a fait ses valises il y a des années et n'est jamais revenu. Je suis l'aîné, le soi-disant responsable. Ma sœur, Léa, est tout le contraire. Elle est la version humaine d'un prix de consolation. Chaque fois qu'elle commet une erreur, mes parents la félicitent comme si elle avait guéri le cancer. Léa est tombée enceinte après un coup d'un soir avec un type rencontré en boîte de nuit. Il l'a ghostée avant même qu'elle ne réalise sa grossesse. Et depuis, elle se comporte comme si l'univers lui devait une garde d'enfant gratuite à vie. J'ai perdu le compte du nombre de fois où elle a essayé de me refourguer le petit Olivier juste pour le week-end. Je lui ai dit non à chaque fois. Je ne suis pas sans cœur. J'ai proposé une fois de payer pour une babysitter quand elle était vraiment en difficulté, mais j'ai clairement indiqué que ces problèmes n'étaient pas ma responsabilité. Ma mère m'a traité d'égoïste. Mon père a dit que je ne comprenais pas à quel point c'était dur pour elle. Ouais, sans blague. Je suis trop occupé à travailler pour comprendre ce que c'est que de passer ses journées à regarder des émissions de télé-réalité et à poster des citations inspirantes sur le bien-être personnel. Alors, quand Léa m'a appelé en pleurant un vendredi soir, je savais déjà ce qui allait suivre. Elle a reniflé dans le téléphone, j'ai un énorme entretien d'embauche demain. Ça pourrait tout changer pour moi. D'accord, ai-je dit, me massant déjà la tempe. Alors, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu gardes Olivier pour le week-end. Juste 2 jours, s'il te plaît. Rémi, tu es le seul en qui j'ai confiance. C'était bien la meilleure. La seule chose pour laquelle elle m'ait jamais fait confiance, c'était son mot de passe Wi-Fi. Je ne peux pas, ai-je dit. Je dois travailler. Mais je peux t'envoyer de l'argent pour une babysitter. De l'argent, a-t-elle répliqué sèchement, passant instantanément du statut de victime à celui de reine offensée. Je ne peux pas confier mon bébé à une inconnue. Alors ne le fais pas, ai-je dit platement. Je ne suis pas disponible. Tu es incroyable. Tu préférerais vraiment jeter de l'argent sur le problème plutôt que d'aider réellement. Exactement, ai-je dit. C'est le seul langage que tu sembles comprendre. Elle m'a raccroché au nez après ça. J'ai supposé qu'elle culpabiliserait mes parents ou un autre pauvre parent à la place. Problème résolu, n'est-ce pas? Faux. Le lendemain matin, vers 6h30, j'ai été réveillé par ma sonnette qui retentissait comme si elle devait un loyer à quelqu'un. Ce n'était pas un seul coup. C'était incessant, comme si quelqu'un s'appuyait dessus. J'ai enfilé un sweat à capuche, à moitié endormi, et j'ai ouvert la porte, prêt à réprimander un livreur. Il n'y avait personne en vue, juste un bébé. Olivier était assis dans un siège auto juste sur mon paillasson, enveloppé dans une couverture avec des canards de dessin animé dessus, clignant des yeux vers moi comme si c'était tout à fait normal. Il y avait un petit sac allongé à côté de lui et un morceau de papier plié collé sur la poignée. Je suis resté là pendant 10 bonnes secondes, attendant qu'une équipe de tournage surgisse des buissons pour me dire que j'étais victime d'une caméra cachée. Pas de caméra, pas d'animateur télé, juste le faible bruit de la circulation et un bébé qui faisait ces bruits bizarres, à mi-chemin entre le gémissement et les pleurs, que font les bébés avant de se mettre à hurler. J'ai pris le mot. Stylo bleu, papier de cahier déchiré, l'écriture de Léa. Nous avons tous déménagé à Bruxelles. Le bébé est à toi maintenant. Il sera mieux avec toi de toute façon. Je l'ai lu 2 fois parce que mon cerveau refusait de traiter une telle stupidité la première fois. Nous avons tous déménagé à Bruxelles. Comme si elle et mes parents ensemble, c'était une sorte de vacances en groupe et qu'ils avaient décidé que je serais l'heureux gagnant d'un bébé gratuit. Olivier s'est alors mis à pleurer, fort, paniqué. Je me suis figé, tenant le papier comme s'il pouvait magiquement commencer à s'expliquer. Puis l'instinct a pris le dessus, j'ai détaché les sangles du siège auto et les soulevé maladroitement. Ses pleurs se sont arrêtés presque immédiatement quand je l'ai tenu. Génial. J'étais parent depuis 30 secondes et je me faisais déjà manipuler.
Je suis rentré, le tenant toujours, relisant le mot comme s'il pouvait y avoir un post-scriptum disant « Je plaisante ». On rentre pour le dîner. Rien. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à appeler tout le monde. Léa, numéro déconnecté. Maman, directement sur la messagerie vocale. Papa, pareil. La conversation de groupe avec eux trois, disparue. J'ai même vérifié leurs réseaux sociaux, tout était effacé. C'était comme s'ils avaient appuyé sur un bouton « Supprimer la famille ». Je me suis assis sur le canapé, Olivier se tortillant dans mes bras, essayant de réfléchir. Le téléphone fixe de mes parents, déconnecté. Ma tante, aucune idée. L'oncle David a prétendu ne pas avoir eu de nouvelles d'eux depuis des semaines. J'ai même essayé une ancienne collègue de ma mère au cas où elle aurait mentionné quelque chose. Rien. À 9h du matin, j'avais un bébé qui pleurait, 3 numéros déconnectés et le soupçon grandissant que ma famille avait collectivement perdu la tête. J'ai ouvert le sac à langer, 2 biberons, 3 couches et une petite boîte de lait en poudre. À première vue, c'était tout. Pas d'instructions, pas d'horaire, pas de contact d'urgence, même pas une fichue tétine. Plus tard, en fouillant dans l'une des poches latérales, j'ai trouvé une feuille de papier froissé. Les coordonnées d'un pédiatre y étaient griffonnées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Bon, mon petit, ai-je marmonné. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi. Il a éternué en réponse, en plein dans mon visage. Parfait. J'ai regardé le mot une dernière fois et j'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine. Pas de la panique, pas de la peur, juste ce sentiment profond et têtu que, quoi qu'il arrive, je n'allais pas baisser les bras. Ils avaient pris la fuite. Pas moi. Et c'est ainsi que je suis devenu papa un samedi matin, grâce à une sonnette et à un mot manuscrit. Une fois que j'ai arrêté de faire les 100 pas et accepté que ce n'était pas une mauvaise blague, j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai appelé la police. L'opérateur semblait confus quand j'ai expliqué. Attendez, votre sœur a juste laissé le bébé? Oui, ai-je dit, regardant Olivier qui mâchouillait sa couverture, juste sur le pas de ma porte, elle est partie pour Bruxelles. Apparemment, elle a laissé un mot. Ils ont envoyé une voiture de patrouille en moins d'1 heure. 2 officiers se sont présentés, l'un plus âgé et calme, l'autre jeune et visiblement nouveau. Le plus jeune regardait Olivier comme s'il n'avait jamais vu de bébé auparavant. Le policier plus âgé a lu le mot 2 fois, puis a soupiré. C'est compliqué, a-t-il dit. Vous êtes son frère. Malheureusement, oui. Il m'a jeté le genre de regard que les gens réservent à quelqu'un qui vient de se porter volontaire pour une mauvaise décision. Légalement, vous êtes de la famille. Cela signifie qu'elle ne l'a pas abandonné à un étranger. Elle l'a laissé à ce que la loi appelle une garde compétente. Alors, larguer son bébé sur le porche de son frère, ça compte comme une garde compétente maintenant. Il a haussé les épaules. Pour nous, il s'agit de la sécurité immédiate. Tant que le bébé est avec un adulte compétent, ce n'est pas un abandon criminel. C'est le tribunal qui décide de ce qui se passe à long terme. Génial, ai-je marmonné. Je suppose que c'est ma promotion au poste de babysitter à plein temps. Nous pouvons faire un rapport, a-t-il ajouté. Mais comme elle dit avoir déménagé à l'étranger, cela devient délicat en termes de juridiction et tout ça. Le jeune policier a ajouté, nous pouvons contacter l'aide sociale à l'enfance. Ils sauront mieux gérer ça que nous. Je n'aimais pas le son de ça. Une femme de l'aide sociale à l'enfance, ASE, a appelé quelques heures plus tard. Sa voix était polie mais détachée, comme si elle avait récité le même script 1 millier de fois. J'ai tout expliqué à nouveau, envoyé des photos du mot, du siège auto, du sac, de tout. Nous allons ouvrir un dossier, a-t-elle dit. Mais comme votre sœur est à l'étranger, cela peut prendre du temps pour se coordonner avec les autorités locales là-bas. Si vous n'êtes pas en mesure de vous occuper du bébé, nous pouvons le placer en famille d'accueil temporaire. Attendez, donc votre plan est de me le prendre parce qu'elle s'est enfuie. Monsieur, nous voulons simplement ce qui est le plus sûr pour l'enfant. J'ai regardé Olivier, assis sur une couverture dans mon salon, observant le ventilateur de plafond tourner comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Il est en sécurité, ai-je dit. Il reste avec moi. La femme a hésité. Très bien, nous en prenons note, mais si quelque chose change, appelez-nous. Après cet appel, la réalité m'a frappé de plein fouet. Je ne faisais plus du babysitting.
J'élevais un bébé. J'ai tout cherché sur Google. Comment nourrir un bébé de 6 mois? Est-il normal qu'un bébé pleure sans raison? Mon appartement ressemblait à une crèche qui avait explosé. Biberon, lingettes, petites chaussettes et une montagne de couches que je ne pliais jamais correctement. Le 4e jour, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Ses vêtements étaient amples et ses côtes étaient plus visibles qu'elles n'auraient dû l'être. Il n'était pas assez lourd. J'ai pris un rendez-vous le jour même avec le pédiatre indiqué sur le papier que j'avais trouvé dans le sac à langer. La réceptionniste m'a regardé comme si j'avais amené un ovni. Le médecin a parcouru le mince dossier médical d'Olivier, le front plissé. Il est en sous-poids, a-t-il dit. Pas sévèrement, mais nettement sous-alimenté. Et il a manqué ses 2 derniers rendez-vous de vaccination. Cette phrase m'a brûlé plus que je ne l'aurais cru. Donc, elle ne s'occupait même pas de lui correctement, ai-je marmonné. Le médecin a levé les yeux. Vous êtes son père? Oncle, ai-je corrigé. Il a hoché lentement la tête. Alors vous êtes tout ce qu'il a. Je vais vous imprimer un guide d'alimentation et un calendrier de vaccination. Nous allons le remettre à jour. J'ai quitté cette clinique avec une pile de papier, un sac d'échantillons de lait en poudre et un tout nouveau niveau de colère. Pas le genre de colère qui crie, le genre silencieux qui s'installe dans votre poitrine et refuse de bouger. J'ai pris des photos de tout. Le mot, le rapport de police, les documents du médecin, même le reçu du lait en poudre. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Ou pour le tribunal ». Si jamais Léa décidait de revenir au pays en se faisant passer pour la mère de l'année, elle allait avoir une sacrée surprise. Un soir, après un autre biberon, j'ai regardé Olivier baver sur mon épaule et j'ai dit doucement « Tu es tombé sur moi, mon petit. Mais on va s'en sortir. » Puis j'ai jeté un coup d'œil au dossier sur mon bureau, rempli de preuves et de paperasse. Si jamais elle se pointe à nouveau, ai-je dit à la pièce, elle ne s'en tirera pas comme ça. Et je le pensais. Les semaines ont passé et la vie s'est lentement organisée autour du chaos. Je pouvais changer une couche en moins d'1 minute, une chose dont j'aurais aimé pouvoir me vanter au travail. Puis un soir, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un nommé Chloé. Monsieur, sa photo de profil était un selfie flou avec des lunettes de soleil et un café. Le nom me disait quelque chose. J'ai ouvert le message. Salut Rémi, je suis une amie de Léa. Je viens d'apprendre ce qu'elle a fait. Je me sens terriblement mal et j'ai pensé que tu devrais savoir quelque chose. Je l'ai fixé pendant 1 minute avant de répondre. Qu'est-ce que tu sais exactement? Elle a répondu presque instantanément, comme si elle attendait que je le voie. Léa parlait souvent d'Olivier comme d'un fardeau. Elle disait toujours qu'elle n'était pas faite pour être mère. Je ne la prenais pas au sérieux, mais quelques semaines avant de partir, elle a commencé à dire qu'elle devait trouver un moyen de retrouver sa liberté. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a ri en éludant. Je pensais que c'était juste des paroles en l'air jusqu'à maintenant. Mon estomac s'est noué. Ce n'était donc pas une dépression nerveuse ou une panique de dernière minute. C'était planifié. J'ai appelé Chloé. Elle a décroché à la 2e sonnerie, nerveuse, mais prête à parler. Je ne sais pas à quel point ça aide, a-t-elle dit, mais elle a mentionné Bruxelles plusieurs fois. Elle a dit quelque chose comme repartir à zéro là où personne ne vous juge. Je pensais qu'elle parlait de vacances. A-t-elle déjà dit quelque chose à propos de mes parents? Elle a dit qu'ils pensaient partir avec elle, qu'ils avaient honte d'Olivier. Je pensais qu'elle exagérait. Elle exagère toujours. Tu sais comment elle est. Oui, je savais. Léa avait toujours été cette personne qui pensait que les conséquences étaient facultatives. Elle pouvait vider une carte de crédit, pleurer auprès de maman, et d'une manière ou d'une autre, la faire payer sans lever le petit doigt. Une fois, elle a détruit sa voiture et a convaincu mon père de lui en acheter une nouvelle parce que le concessionnaire avait été méchant. J'ai raccroché avec Chloé après qu'elle m'ait proposé de m'envoyer des captures d'écran de leurs anciens messages. Quand je les ai ouverts, tout y était. Léa se plaignant sans cesse d'être coincée et de la façon dont Olivier avait ruiné sa vie. Il y en avait même une où elle plaisantait, peut-être que je le laisserai à Rémi. Il est doué pour faire semblant d'avoir sa vie en main. Celle-là m'a fait mal. J'ai transféré les captures d'écran sur mon email, puis je les ai imprimées. Elles sont allées directement dans le dossier ou pour le tribunal. Des preuves, pures et simples. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocate de la famille qui m'avait aidé une fois il y a des années avec un problème d'assurance auto. Elle s'appelait Amandine,
la quarantaine, vive d'esprit et allergique aux absurdités. Quand je lui ai raconté la situation, elle n'a même pas essayé de cacher son incrédulité. Elle a laissé un bébé sur le pas de votre porte avec un mot disant qu'elle avait déménagé à l'étranger? Oui. Et vos parents l'ont suivi? On dirait bien. Elle a soupiré. Très bien. Première étape, nous déposons une demande de garde provisoire. Cela vous donne l'autorité légale pour prendre des décisions pour lui, médicales, financières, tout ce qui peut survenir. Cela documente également l'abandon de manière formelle. Bien. Faites-le. Vous aurez besoin de preuves. Le mot, le rapport de police, les dossiers médicaux, les journaux de communication. J'ai tout ça, ai-je dit. Et une de ses amies qui est prête à témoigner qu'elle avait prévu de l'abandonner. Il y a eu une courte pause. Vous prenez ça au sérieux. Bien. La plupart des gens paniquent. Vous êtes en train de monter un dossier. Je ne la laisserai pas revenir en ville plus tard en se faisant passer pour une victime. Elle l'a abandonné. Je ne la laisserai pas réécrire cette histoire. Amandine a accepté de s'occuper de la paperasse. Nous avons passé en revue les détails par téléphone et au moment de raccrocher, j'avais un rendez-vous au tribunal pour la semaine suivante. Ce soir-là, j'étais assis sur le canapé, tenant Olivier pendant qu'il mâchouillait une girafe en plastique. Je l'ai regardé sourire, ce grand sourire édenté, et j'ai réalisé qu'il n'avait aucune idée à quel point il avait failli se retrouver en famille d'accueil. Il se fichait des avocats, des mots ou des dates d'audience. Il voulait juste que quelqu'un reste. J'ai baissé les yeux vers lui. Eh bien, tu es tombé sur moi, mon petit. Et apparemment, on a rendez-vous au tribunal la semaine prochaine. Il a de nouveau éternué, directement sur ma chemise. Ça devenait son truc. Quand l'avis officiel du tribunal est arrivé par la poste, je l'ai lu à haute voix. Requête en vue d'une garde provisoire. Date d'audience confirmée. Cela semblait surréaliste. J'ai jeté un dernier coup d'œil au message de Chloé ce soir-là avant de me coucher. Son dernier texto disait « J'espère qu'elle aura ce qu'elle mérite. » Tu ne méritais rien de tout ça. J'ai souri un peu. Oh, elle aura ce qui l'attend, ai-je marmonné. Et ça ne va pas lui plaire. Car maintenant, je n'étais plus seulement le frère qui réparait ses erreurs. J'étais le type qui montait le dossier qui mettrait un terme définitif à son histoire. L'audience au tribunal a été fixée plus rapidement que prévu. Amandine, mon avocate, était la définition même de l'efficacité. Le genre de personne qui pouvait parler à un juge tout en écrivant 3 emails et en buvant un mauvais café en même temps. Les juges aiment les faits, a-t-elle dit lors d'un appel vidéo, parcourant ses notes. Pas d'émotion, pas de plainte. Tenez-vous en à ce qui s'est passé, le mot, le rapport de police, les dossiers médicaux, les messages de l'ami de votre sœur. C'est ça, votre histoire. En gros, elle s'est défilée. Pas moi, ai-je dit. Amandine a esquissé un rare demi-sourire. Exactement. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne peuvent pas dire ça sans scier devant un tribunal. J'ai regardé Olivier dans sa chaise haute, frappant une cuillère sur la table. Sans scier, hein. J'ai survécu à des explosions de couches. Je peux gérer un juge. Le matin de l'audience, je portais une chemise froissée et la cravate que j'avais achetée pour des entretiens d'embauche il y a 5 ans. Olivier est resté avec ma voisine, une dame à la retraite qui s'est portée volontaire juste parce qu'elle aimait le sourire du bébé. J'ai attrapé mon dossier de preuves, un épais fatras de papier et de capture d'écran, et je suis parti. Un greffier m'a indiqué la salle d'audience 3B, où la moitié des gens avaient l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Mon nom a été appelé, et soudain, je me suis retrouvé debout devant une juge avec Amandine à mes côtés. C'est elle qui a parlé. Calme, claire, professionnelle. Elle a présenté les preuves comme si elle les avait répétées 100 fois. Le mot, le rapport de police, la déclaration du médecin sur le fait qu'Olivier était sous-alimenté. Les captures d'écran de Chloé montrant Léa qualifiant son propre enfant d'erreur. La juge a parcouru le tout. Expression illisible. Monsieur Renaud, a-t-elle dit finalement, en me regardant. Vous demandez la garde provisoire de votre neveu. Oui, votre honneur. Et vous comprenez que cela signifie une responsabilité totale, légale, financière et médicale, jusqu'à nouvel ordre? Je fais déjà tout ça, ai-je dit. Autant l'officialiser. Il y a eu une pause. Puis elle a hoché la tête.
Garde provisoire accordée pour 6 mois. Vous recevrez les documents officiels dans la semaine. Amandine a remercié la cour. Je suis juste resté là, à digérer. Ce n'était pas un moment de film émouvant, juste de la paperasse et du soulagement. Mais quand même, c'était comme si on m'avait donné un nouveau titre que je n'avais pas demandé, mais que j'avais déjà mérité. Sur le chemin du retour, j'ai fait le calcul dans ma tête. Lait en poudre, couche, crèche, facture, frais de justice. Les chiffres ne collaient pas. J'avais quelques économies, mais elles fondaient rapidement. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine, entouré de factures, essayant d'étirer chaque euro. J'étais à mi-chemin du calcul des coûts de lait en poudre quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Allô, Rémi. C'est mamie. Je me suis redressé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Salut, mamie. Quoi de neuf? Je viens d'apprendre ce que cette idiote de fille et ta sœur ont fait, dit-elle, son ton assez vif pour couper de l'acier. Laisser un bébé? Déménager à l'étranger comme si de rien n'était. Tu t'en sors, mon garçon? Tu gères? Fatigué, fauché, mais on y arrive, ai-je dit, essayant de paraître calme. Elle a soupiré. Je passe demain. Ne discute pas et elle l'a fait. Le lendemain matin, sa voiture est arrivée dans mon allée comme un char d'assaut. Elle est entrée avec 2 sacs de course, une couverture de bébé géante, et cet air de « je ne suis pas là pour plaisanter ». Elle a jeté un regard à Olivier dans sa chaise haute, et ses yeux se sont instantanément adoucis. Je me suis appuyé contre le comptoir, la regardant roucouler devant lui. Il mange mieux. Il dort enfin plus de 2 heures d'affilée. Elle s'est retournée vers moi. Et toi? On dirait que tu n'as pas dormi depuis la guerre froide. Je fais des siestes quand il en fait. Ce n'est pas une vie, dit-elle en secouant la tête. Puis elle a sorti une enveloppe et l'a glissée sur la table. Ne discute pas, prends-la. Mamie, tu n'as pas à faire ça. Rémi, a-t-elle interrompu fermement. Je ne te fais pas la charité. J'investis dans le seul de mes petits-enfants qui ne soit pas un désastre ambulant. Tu fais ce qu'il faut pour ce garçon. C'est ça qui compte. Je n'ai plus discuté. J'ai juste hoché la tête, la gorge serrée. Elle est restée pour la journée, cuisinant assez pour nourrir une petite armée et réorganisant ma cuisine pendant que je travaillais. Quand je l'ai remerciée, elle a dit « On ne remercie pas la famille de faire ce que la famille est censée faire ». Ce soir-là, après son départ, la maison semblait différente, plus calme, mais plus stable. J'avais un peu de répit maintenant, financièrement et mentalement. J'ai classé les papiers de la garde dans un classeur, ajouté la note de mamie sur son aide, et mis à jour le journal des dépenses. Mon système fonctionnait. Je construisais quelque chose qui avait du sens. Olivier a bougé dans son berceau. Je me suis approché, j'ai ajusté sa couverture et je l'ai regardé attraper mon doigt dans son sommeil. Il avait l'air paisible, en sécurité, comme s'il me faisait entièrement confiance. Elle voulait la liberté, elle chuchotait. Très bien, elle peut la garder. Parce que cette fois, je ne répare pas ses erreurs. Je construis quelque chose qu'elle ne pourra pas reprendre. Les mois ont passé et les choses ont commencé à se mettre en place. Olivier grandissait vite. Il était plus bruyant, plus lourd, et développait un sens de l'humour qui consistait principalement à me jeter des choses à la tête. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il a levé les yeux de sa chaise haute, m'a pointé du doigt et a dit, aussi clairement que possible, « Papa ». Je me suis figé, j'ai recraché mon café et je me suis tourné vers lui. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il a souri comme s'il venait de résoudre la paix dans le monde et l'a répété plus fort. « Papa ». Pendant une seconde, je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas son père, techniquement, mais essayer d'expliquer les subtilités techniques à un bébé qui vient de décider que vous êtes sa personne. « D'accord, mon pote, ai-je dit, en essayant de rester cool. « Papa, ça me va. » J'ai enregistré le moment sur mon téléphone. Plus tard, je l'ai rejoué environ 20 fois. Chaque fois, je souriais encore comme un idiot. La vie n'était pas facile, mais elle commençait à ressembler à la nôtre. J'avais mon système, crèche le matin, travail l'après-midi. Puis un jour, en déposant Olivier à la crèche, j'ai rencontré Manon. Elle travaillait dans la salle voisine, mais aidait quand les choses devenaient agitées. Olivier l'a tout de suite aimée,
ce qui en disait long car il ne faisait généralement confiance à personne d'autre que moi ou ma grand-mère. Un soir, quand je suis venu le chercher, il était assis sur ses genoux, rigolant pendant qu'elle lui lisait un livre d'images. Nous avons commencé à parler davantage après ça. De brèves discussions à l'heure de la sortie, partage de goûter, échange d'astuces de parents. Elle n'était ni trop compatissante ni bizarre à propos de ma situation. Elle traitait ça comme si c'était juste la vie. Compliqué, certes, mais pas tragique. J'aimais ça. Puis est arrivé le problème du travail. Mon patron m'a convoqué à une réunion. Il était poli, mais ferme. Rémi, vos chiffres baissent. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à gérer, mais ça ne peut pas continuer. Soit vous revenez à temps plein au bureau, soit nous devrons réattribuer vos clients. Traduction, règle ça ou perds ton emploi. J'ai passé cette nuit-là sur mon ordinateur portable à jongler avec les chiffres et la logistique. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi. Les frais de justice à eux seuls suffisaient à m'étouffer. J'ai donc élaboré un plan. J'ai modifié mon emploi du temps, supplié pour des jours en télétravail et transformé ma table de salle à manger en bureau à domicile. J'ai même imprimé un panneau « Ne pas déranger sauf si vous êtes en feu » pour l'aire de jeu d'Olivier. Ça n'a pas marché, mais ça m'a donné l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. Manon a remarqué le stress. Un après-midi, quand je suis venu chercher Olivier, elle a dit « On dirait que tu mènes 3 guerres à la fois. » 2 et demi, ai-je dit. L'une n'est qu'une bataille de paperasse. Elle a souri et a proposé de m'aider. Elle a commencé à passer après le travail parfois, aidant à occuper Olivier pendant que je finissais des rapports ou que je nettoyais. Ce n'était rien de romantique, juste un travail d'équipe facile. Elle plaisantait en disant que ma version du nettoyage consistait à pousser les choses en tas en espérant que personne ne regarde de trop près. Elle n'avait pas tort. Puis un mardi matin, la vie a décidé que j'étais trop à l'aise. On a frappé à la porte. J'ai ouvert. Une femme en blazer gris, un presse-papier à la main. Monsieur Renaud. Je suis de l'aide sociale à l'enfance. Je suis ici pour une visite à domicile inopinée. Timing parfait. La maison avait l'air d'avoir subi le passage d'une tornade. Des jouets partout, de la vaisselle empilée. Olivier pleurait parce que j'avais mal coupé sa tartine. J'ai essayé de ranger pendant qu'elle entrait. Désolé, ai-je dit. On était juste en train de vivre. Elle a fait un sourire poli. Ce n'est pas grave. J'ai juste besoin de voir l'environnement et de poser quelques questions. Pendant qu'elle prenait des notes, j'essayais de paraître calme et de répondre clairement à tout. Pendant ce temps, Olivier a décidé que c'était le moment idéal pour crier comme une alarme incendie. L'inspectrice s'est accroupie près de lui, observant comment il s'accrochait à ma jambe, comment il me tendait les bras chaque fois que je bougeais. Son expression s'est adoucie. « Il est très attaché à vous », a-t-elle dit. « Ouais », ai-je dit, à bout de souffle. « Il a bon goût. » À la fin, elle a fermé son dossier et a dit « Tout semble en ordre. Continuez votre bon travail, monsieur Renaud. Vous faites mieux que la plupart. » Quand elle est partie, je me suis effondré sur le canapé, ayant l'impression d'avoir survécu à une interrogation surprise pour laquelle je n'avais pas révisé. Ce soir-là, Manon est passée avec des plats à emporter et a immédiatement commencé à réorganiser mon salon. Cet endroit a du potentiel, a-t-elle dit en empilant les jouets dans des bacs. Tu as juste besoin d'une touche féminine, ou au moins d'une touche d'être humain fonctionnel. Et, ai-je dit en riant. Je survis. Tu fais plus que ça, a-t-elle dit en regardant Olivier ramper sur le tapis. Il est heureux. Ce n'est pas facile à réussir. Je n'ai rien dit, mais ça m'est resté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'Amandine. Objet, date d'audience pour la garde confirmée. Je l'ai lu 3 fois. L'audience permanente était enfin fixée. Cette nuit-là, je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant Olivier dormir. Le bourdonnement du babyphone remplissait le silence. J'ai pensé à là où nous avions commencé. Un pas de porte, un mot et un désordre. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, nous avions construit quelque chose qui ressemblait à de la stabilité. Pour une fois, j'avais l'impression que nous étions en train de gagner. En un mois, l'audience pour la garde s'est déroulée sans accroc. Amandine a été brillante, comme d'habitude. La juge a déclaré que j'avais fourni un environnement sûr et stimulant et a approuvé la poursuite de la garde pendant qu'ils examinaient l'éligibilité à l'adoption.
Au cours de l'année suivante, la vie s'est installée dans quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix, la routine, la prévisibilité, le genre de calme qui se mérite. Tout semblait solide, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'était un samedi matin tranquille. Le genre de matin où je faisais habituellement la lessive et jouais à la course de petite voiture avec Olivier. J'étais à mi-chemin du pliage du linge quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert et je me suis figé. Léa, mes parents, tous les trois debout là comme dans une publicité pour des retrouvailles, bien habillés, souriant comme s'ils revenaient tout juste de vacances. Rémi, a dit ma mère, s'avançant comme si j'étais censé la prendre dans mes bras. C'est si bon de te voir. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que vous faites ici? On voulait te faire une surprise, a dit Léa, souriant comme si elle n'avait pas disparu de la surface de la terre. Tu as l'air en forme. Olivier est là. Je l'ai regardé, stupéfait. Tu veux dire ton fils? Celui que tu as largué sur mon paillasson avec un mot? Son sourire a vacillé une demi-seconde, mais elle s'est reprise. C'était temporaire. Nous avons eu une urgence familiale à Bruxelles. Les choses se sont compliquées. Mon père a hoché la tête, les mains dans les poches. Nous n'avons jamais eu l'intention que ce soit permanent. Tu as si bien géré les choses. Nous sommes fiers de toi, mon fils. L'audace. J'ai laissé échapper un petit rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'ils étaient sérieux. Vous avez disparu pendant plus d'1 an. Pas d'appel, pas de lettres, pas d'argent, et maintenant vous êtes là à faire comme si vous étiez parti faire les courses. Le sourire de ma mère a commencé à se crisper. Rémi, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous voulons juste parler d'Olivier. Je l'ai coupé. Vous voulez parler? Appelez mon avocate. Son nom est Amandine Michel. Elle a plein de choses à dire. Léa a froncé les sourcils. Rémi, arrête de faire ton cinéma. Nous sommes une famille. Ouais, ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte. C'est drôle comme ce mot n'a d'importance que quand vous voulez quelque chose. La patience de mon père a craqué. Nous sommes venus ici de bonne foi. Tu n'as pas besoin d'être hostile. Je ne suis pas hostile, ai-je dit, tenant la porte à moitié fermée. Je suis cohérent. Léa a soupiré comme si elle avait affaire à un enfant. Tu ne peux pas me tenir éloigné d'Olivier pour toujours. C'est là que j'ai arrêté de sourire. Regarde-moi faire. Puis j'ai fermé la porte. Ils ont frappé encore quelques fois, mais je n'ai pas rouvert. Finalement, je les ai vus à travers les stores retourner à leur voiture. Ma mère secouant la tête. Léa parlant avec animation comme si elle répétait sa prochaine excuse. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé Amandine. Elle a décroché immédiatement. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Ils sont de retour. Comment tu savais? Parce que j'ai vu une nouvelle demande de consultation de dossier public et une alerte apparaître sous ton affaire ce matin. Probablement eux essayant de chercher des informations. Je me suis frotté le front. Ils se sont pointés en prétendant que tout n'était qu'un malentendu. La voix d'Amandine s'est durcie. Ne les laisse pas entrer. Ne les rencontre pas seuls. Tout passe par moi. Déjà fait. Bien. Je vais déposer une requête pour réaffirmer la garde et demander une ordonnance de non-contact jusqu'à l'audience de révision. J'ai raccroché, encore abasourdi. Ils avaient disparu pendant plus d'1 an. Soudain, ils étaient de retour, jouant la carte de la victime. Quelque chose ne collait pas. 2 jours plus tard, j'ai découvert pourquoi. J'étais au travail quand Amandine a rappelé. Tu devrais peut-être t'asseoir pour ça, a-t-elle dit. Déjà assis. Quoi encore? L'avocat de ta sœur a déposé une intention de demander la garde. Elle prétend qu'elle s'est réhabilitée, qu'elle est financièrement stable et prête à reprendre ses fonctions parentales. J'ai ri. Financièrement stable? Elle n'a pas de travail. Amandine a hésité. Elle en a un maintenant. Techniquement, elle est listée comme copropriétaire d'un restaurant. Et il y a plus. Elle a retrouvé le père biologique d'Olivier. Ça a attiré mon attention. Attends, quoi? Apparemment, elle l'a trouvé par une connaissance commune il y a des mois. C'est un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs concessions automobiles, riche, célibataire.
Elle utilise ça pour soutenir qu'Olivier mérite d'être élevé dans un meilleur environnement financier. J'ai serré mon bureau. Alors, si je comprends bien. Elle abandonne son gamin, disparaît pendant un an, puis découvre que son père a de l'argent, et soudain, elle veut rejouer à la maman. C'est l'idée générale, a dit Amandine. Nous allons la contrer avec les preuves d'abandon et les dossiers de négligence, mais elle a pris un avocat, et ça ne va pas être rapide. J'ai expiré lentement. Qu'elle vienne. J'ai des preuves. Littéralement. La semaine suivante fut un tourbillon de paperasse et de stratégie. Amandine et moi nous sommes rencontrés 2 fois pour tout organiser. Le mot, les rapports de police, les dossiers du pédiatre, les messages de Chloé, les registres financiers montrant qu'elle n'a jamais envoyé un centime. Des photos d'Olivier en bonne santé, riant, s'épanouissant, tout ce que nous avions construit. Amandine s'est penchée en arrière après avoir parcouru le dossier. Ils essaient de déformer l'histoire, de dire que c'était une urgence familiale, pas un abandon. Mais avec autant de documentation, c'est difficile à vendre. Ils essaieront quand même, ai-je dit. Ils essaient toujours. Ce soir-là, après avoir couché Olivier, je me suis assis dans le salon, fixant le vieux mot plié que j'avais gardé, celui qui avait tout déclenché. Nous avons tous déménagé à Bruxelles. Le bébé est à toi maintenant. L'encre s'était un peu estompée, mais les mots me tordaient encore l'estomac. Je sentais la tempête se préparer à nouveau. Avocat, date d'audience, mensonge. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais plus le frère confus avec un bébé sur le pas de sa porte. J'étais le type qui avait construit un foyer, un système et un dossier si solide qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre d'Olivier où il dormait profondément, son éléphant en peluche sous un bras. D'accord, mon petit, ai-je chuchoté. Deuxième round. Mais cette fois, on est prêt. Le jour du procès est arrivé plus vite que prévu. Amandine attendait sur les marches du palais de justice, tablette à la main, calme comme toujours. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. « Autant que je puisse l'être, ai-je dit. » Finissons-en. À l'intérieur, la salle d'audience était froide, silencieuse et pleine de cette fausse politesse qui cache l'attention. De l'autre côté étaient assis Léa et mes parents, habillés comme s'ils sortaient tout droit d'une séance photo pour un magazine familial. À côté d'eux se tenait un homme grand, leur avocat hors de prix. Il avait l'air de facturer à la seconde. Léa n'osait pas croiser mon regard. Mes parents, si. Ma mère a esquissé un petit sourire plein d'espoir, comme si elle pensait que ce serait une sorte de réunion touchante. Mon père avait l'air rigide, préparé. Ils n'étaient pas là pour tourner la page. Ils étaient là pour le contrôle. La juge est entrée. Tout le monde s'est levé. Une fois assis, les avocats se sont mis au travail. L'avocat de Léa a commencé le premier avec le même genre de charme artificiel que l'on attend de quelqu'un qui n'a jamais eu à faire quoi que ce soit d'honnête dans sa vie. Mes clients regrettent profondément le malentendu qui s'est produit il y a plus d'1 an, dit-il doucement. Ce n'a jamais été un abandon. C'était un déménagement temporaire dû à une urgence médicale familiale. Ma cliente, mademoiselle Renaud, pensait que son frère s'occupait temporairement de son fils pendant qu'elle gérait ses questions à l'étranger. Amandine n'a même pas scié. Elle a attendu qu'il ait fini de raconter son conte de fées, puis s'est levée et s'est approchée de la barre avec une précision tranquille. « Votre honneur, dit-elle, la voix vive et claire. Ce n'était pas un malentendu. C'était un abandon calculé. » Elle a remis une pile de pièces à conviction, le mot, le rapport de police, les dossiers du médecin, la visite de l'ASE, des photos, la déclaration de Chloé, tout. Amandine a continué, la mère a quitté le pays sans laisser d'informations de contact, a déconnecté son téléphone, supprimé ses réseaux sociaux, manqué des rendez-vous médicaux et n'a fourni aucun soutien financier pendant plus d'1 an. Ce n'est pas une garde temporaire. C'est une disparition. La juge a parcouru les dossiers, son expression se durcissant. L'avocat de Léa est intervenu rapidement. Ma cliente était à Bruxelles pour s'occuper du cousin de son père, tombé gravement malade. Elle ne prévoyait pas d'être absente si longtemps. L'interruption de la communication était due à des problèmes de carte SIM étrangère et à un accès limité au fonds. Amandine n'a pas manqué une miette. C'est intéressant, dit-elle, car selon nos informations, ce parent est décédé 3 ans avant la prétendue urgence. Et pendant qu'elle était censée s'occuper de lui, nous avons des preuves photographiques de mademoiselle Renaud et de ses parents dînant près de l'Atomium à Bruxelles.
La juge a regardé par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Renaud, souhaitez-vous vous expliquer? Léa a bafouillé, sa voix se brisant. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'étais dépassée. Amandine l'a coupé calmement. Vous étiez dépassée. Alors vous avez laissé votre bébé sur un paillasson avec un mot disant, et je cite, le bébé est à toi maintenant. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. Mes parents se sont agités, mal à l'aise. Ma mère a essayé de chuchoter quelque chose à leur avocat, mais il l'a ignoré. La juge s'est adossée à son fauteuil. Ce tribunal ne prend pas l'abandon à la légère, dit-elle, surtout quand il implique la tromperie et le faux témoignage. L'avocat de Léa a essayé de sauver ce qui restait, mais le mal était fait. Chaque tentative de déformer l'histoire s'est effondrée sous la montagne de preuves qu'Amandine a présentées. Lorsque la déclaration de Chloé a été lue à voix haute, la partie où Léa disait qu'elle voulait retrouver sa liberté, même le greffier avait l'air dégoûté. Puis ce fut mon tour. Amandine m'a guidé à travers quelques questions clés, comment j'ai trouvé Olivier, l'état dans lequel il se trouvait, les mesures que j'ai prises, les preuves que j'ai gardées. Je suis resté simple. Pas de drame, pas de discours, juste des faits. La juge a demandé, pourquoi avez-vous décidé de le garder au lieu de le confier à l'État? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'il ne méritait pas d'être abandonné 2 fois. Pendant un instant, même elle s'est adoucie. C'est noté, dit-elle doucement. Quand ce fut terminé, la juge a pris une longue pause, examinant tout. Puis elle a parlé lentement, délibérément. Après un examen attentif, ce tribunal conclut que mademoiselle Léa Renaud a sciemment et volontairement abandonné son enfant. La garde restera à monsieur Rémy Renaud avec des droits d'adoption complets accordés à l'issue de la documentation finale. Le tribunal note également que le père biologique de l'enfant a été dûment informé de cette procédure et n'a ni comparu ni contesté la requête, renonçant de fait à ses droits parentaux. Léa a eu un hoquet de surprise. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père s'est affaissé comme si on avait coupé les ficelles qui le tenaient debout. La juge a poursuivi. De plus, étant donné les fausses déclarations faites sous serment, le tribunal renverra mademoiselle Renaud pour examen par le bureau du procureur de la République pour d'éventuelles poursuites liées à l'abandon d'enfants et au parjure. L'avocat de Léa lui a chuchoté quelque chose, mais elle regardait droit devant elle, pâle et silencieuse. L'expression de choc sur son visage aurait été satisfaisante si elle n'avait pas été si pathétique. Quand le marteau a frappé, c'était fini. Je n'ai pas célébré. J'ai juste expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Dehors, le soleil était éclatant et l'air vif. Manon attendait près des marches, tenant l'éléphant en peluche préféré d'Olivier. Alors, demanda-t-elle. C'est fini, ai-je dit. Il est officiellement à moi. Elle a souri. Un petit sourire, mais fier. Je t'avais dit que tu gagnerais. Léa et mes parents sont passés devant nous. Leur posture parfaite avait disparu. Ma mère a essayé de croiser mon regard, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis sans un mot. Pour une fois, le silence suffisait. Ce soir-là, j'étais assis sur le porche pendant qu'Olivier jouait dans le jardin, essayant d'enterrer sa petite voiture dans la terre. Manon était à l'intérieur en train de cuisiner, fredonnant doucement. Je l'ai regardé un moment. Ses cheveux en désordre, son petit rire, la façon dont il courait vers moi les bras ouverts quand il trébuchait. Ils l'ont laissé sur mon paillasson comme s'il n'était rien, ai-je dit doucement. Maintenant, il est toute ma vie. Olivier s'est laissé tomber sur mes genoux en rigolant, et je l'ai serré fort contre moi. Honnêtement, ai-je ajouté plus pour moi-même que pour quiconque. C'est leur perte. Et pour la première fois depuis que cette sonnette avait retenti il y a plus d'1 an, tout semblait exactement à sa place.